Aiguë ou grave, sensuelle ou maternante, coincée, géniarde, fluette, précipitée, hypotonique, monotone, masculine, etc. La voix ne trompe pas, elle est comme le visage, elle raconte tout de nous, depuis nos émotions ponctuelles jusqu'à notre personnalité profonde. Mais elle n'est pas une fatalité et peut se modifier pour s'améliorer, mais surtout devenir un instrument très efficace d'affirmation de soi. À une condition, apprendre à la gérer, la travailler. Pour quel but ? Trouver sa voix, son style. Bonjour, ravi de vous retrouver sur La médecine au féminin pour une émission, vous l'aurez deviné, consacrée à la voix. Et au micro de La médecine au féminin, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Mousseau. Bonjour. Bonjour. Vous avez été même cadre marketing dans des groupes comme la SNCF ou Orange. Oui. Et puis vous êtes reconvertie dans la pédagogie de la voix. Alors ma première question, est-ce que vous trouvez que votre voix a changé depuis que vous vous intéressez à ce sujet ? Alors oui, elle a probablement changé. Je n'ai pas analysé moi-même son évolution, mais elle a très probablement changé, tout simplement parce que j'en suis plus consciente. J'ai toujours été passionnée par la voix, mais plus jeune, je n'y faisais pas plus que ça attention. Et depuis que je travaille la voix pour les autres, j'ai beaucoup plus conscience de ma propre voix. Et vous appliquez ce que vous recommandez, sans doute ? J'essaye. On va voir ça. Alors pourquoi cette reconversion de cadre marketing, cadre commercial, dans quelque chose qui est plutôt dans la psychologie et le soi-même ? Bien tout simplement parce que je n'étais pas complètement satisfaite du sens de mon travail à l'époque où je travaillais en entreprise, c'est très personnel, et d'autre part parce que je suis passionnée par la voix depuis toute petite. Je chante depuis que j'ai 3-4 ans, enfin depuis que je sais parler, et ça m'a toujours accompagnée à toutes les époques de ma vie. Ça a été vraiment mon plus fidèle compagnon, j'ai envie de dire. Le chant. Le chant, exactement. C'est ça. Et alors, vous êtes coach vocal, comme on dit en français. Ça veut dire que vous avez une consultation voix ? Ça consiste en quoi, être coach vocal ? Alors, coach vocal, c'est quelqu'un qui accompagne sur le travail de la voix. Donc, c'est un travail qui est très personnalisé, bien évidemment. Un professeur de chant, par exemple, c'est quelqu'un qui enseigne le chant, donc il y a des étapes d'apprentissage. Un coach, c'est quelqu'un qui travaille de manière plus personnalisée. Et donc, je travaille sur la voix de chacun. Ce qu'on fait principalement, c'est qu'on démystifie la voix, qu'on essaye de l'expliquer d'un point de vue très factuel, très technique, pour ensuite avoir des leviers concrets à activer. Alors, on va voir un petit peu plus en détail. Mais autre question d'abord. Vos élèves, vos patientes sont d'origine professionnelle très diverses. J'ai vu que vous aviez des avocats, des élus, des dirigeants, des artistes et des hypnothérapeutes. Pourquoi des hypnothérapeutes ? Alors, j'ai eu 2 hypnothérapeutes et un sophrologue, tout simplement parce que dans l'hypnose, la voix est très importante. Déjà, il faut que la voix inspire confiance pour que le patient se laisse porter, pour qu'il puisse faire confiance et quelque part s'abandonner un petit peu, ce qui est vraiment nécessaire en hypnose, et aussi parce que la voix doit parfois amener vers certaines émotions, enfin doit accompagner en tout cas le patient dans son voyage intérieur, et ça, la voix aide beaucoup à le faire. Alors, vous avez écrit un livre aux éditions Édile Jacob. Son titre, « Femmes, faites-vous entendre, s'affirmer par le travail de la voix ». Alors, c'est carrément un vrai manuel du Castor Junior, je dirais, de la voix. Mais, autre question, pourquoi vous êtes intéressée qu'aux femmes ? Alors, je ne m'intéresse pas qu'aux femmes dans la vie de tous les jours. Je coach aussi des hommes. Simplement, pourquoi les femmes ? Parce que j'ai eu des demandes très spécifiques de la part des femmes. Beaucoup de demandes, et notamment de la part des réseaux féminins, qui avaient identifié que la voix était effectivement un levier d'évolution professionnelle assez important. Alors souvent, il n'y a pas la conscience exacte de tout ce qu'il y a derrière, mais il y a vraiment cette intuition que la voix peut être un frein à l'évolution professionnelle et donc quelque part à l'évolution de la parité. Alors, je disais en introduction que la voix est notre second visage, carrément, qui indique tout, mais qu'est-ce qu'elle indique, vraiment ?
Alors, bon, ça, je ne suis pas du tout la seule à le dire, mais c'est vrai que la voix parle quasiment de tout notre être. Elle va parler de nos émotions ponctuelles, elle parle de notre état d'esprit, bien évidemment. Elle peut parler même de notre personnalité profonde, dans le sens où notre personnalité se sculpte au fil des années et au fil des émotions, des expériences, des modèles qu'on peut avoir. Et donc, la voix raconte tout ça. Nos origines géographiques, notre genre, bien évidemment, notre génération. Elle raconte tout ça. Et pourquoi elle a cette importance, je dirais? Parce que vous disiez dans votre livre que le non-verbal s'adresse au corps et aux émotions plus qu'à la logique. Et donc, la voix a un rôle prédominant dans la communication, finalement. Oui, alors effectivement, le non-verbal a un poids écrasant dans l'impact d'un message. Pour cause, quand on est dans le ventre de sa maman, dès le 5e mois, on commence à apprendre justement les intonations, on commence à se familiariser avec la voix et avec les émotions qui y sont reliées. Donc c'est probablement un des premiers sens qui nous est enseigné de manière extrêmement archaïque presque et qui donc reste gravé très profondément. Donc c'est vraiment ce qui reste le plus déterminant dans la communication. Ah bon, mais c'était déjà en vie intra-utérine, je vais y arriver, il y a cette perception, c'est assez étonnant, parce que l'ouïe n'est pas encore développé quand même. Au 5e mois de développement, l'ouïe se développe et le fœtus commence à entendre la voix de sa propre mère, bien évidemment, mais aussi tous les sons environnants. Il commence à identifier des voix. D'ailleurs, le bébé petit reconnaît toutes les personnes qui ont été présentes de manière très régulière dans la grossesse. Donc, ce sens-là est éduqué de manière très, très précoce, bien avant même la vue, etc. Donc, c'est quelque chose qui reste gravé très profondément. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir en travaillant sur sa voix? Quel profit on a à gagner, je dirais? Eh bien, tout simplement avoir un peu plus conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on renvoie en termes d'image et aussi du rôle que nous confère la voix. Donc en fonction des réglages de la voix, on ne va pas forcément se positionner de la même manière dans une relation. Et ce qu'il faut bien comprendre, Rousseau disait, et je le cite dans mon livre, on ne commence pas par raisonner mais par sentir. Donc on revient à cette importance du langage non verbal. Et ce qu'on sent, c'est ce qui va nous permettre de nous ajuster à notre interlocuteur et qui va nous-mêmes nous donner un rôle. Donc quand on a un rôle, nous, vocal, on induit aussi le rôle de la personne qu'on a en face de nous et on influence la relation. Mais en fait, l'origine de notre voix, elle est surtout physiologique, anatomique, je dirais, selon la forme de tout ce qui permet de faire la voix. Certes, ça commence à partir de 5 mois, j'ai bien entendu, mais peut-on modifier cet inné, je dirais? Alors, il y a effectivement un aspect complètement inné, même génétique de la voix, la physionomie de la voix, de la même manière que notre physionomie, notre corps, notre visage. Donc, il y a effectivement une composante génétique et vous savez, il est toujours difficile de savoir ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis. On est un petit peu dans ce cas de figure. Il y a quand même une grande partie d'acquis dans la voix. Et d'ailleurs, si vous écoutez les imitateurs, personne il n'y a pas 2 personnes qui ont une voix totalement identique et pourtant les imitateurs arrivent à faire illusion. Et pourquoi? Parce qu'ils arrivent à observer, ils n'arrivent pas forcément à reproduire le timbre exactement, mais ils arrivent à reproduire la prosodie notamment, c'est-à-dire le rythme, les intonations, voilà, des petites choses qui font la personnalité vocale de la personne et ça fait vraiment illusion en fait. Donc tout ça, ça s'apprend. Et j'avais entendu dire que pour les imitateurs, justement, il y avait une question d'anatomie et de forme des cordes vocales, qu'ils en avaient plusieurs, qu'ils arrivaient à les faire vibrer d'une façon particulière. Vrai ou faux? Alors là, j'avoue que je ne saurais pas répondre exactement. Je suis un petit peu étonnée parce que les cordes vocales... C'est un ORL qui disait ça à propos de Canteloup en particulier. D'accord. Alors peut-être, les cordes vocales, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne
serait-ce qu'avec nos résonateurs, on peut produire vraiment une multitude de sons assez impressionnantes. Qu'est-ce que vous appelez les résonateurs ? Alors les résonateurs, c'est vraiment toute la partie qui est au-dessus des cordes vocales, donc tout le conduit vocal, et notamment la cavité buccale, le pharynx, les fosses nasales. Tout ça, ça va façonner le son. Donc je peux modifier ma voix de manière assez radicale en modifiant la taille et la forme de mes résonateurs. Et puis il y a plusieurs niveaux dans le conduit vocal. Donc il y a le niveau des cordes vocales, il y a les bandes ventriculaires juste au-dessus, par exemple, ce qui permet de faire de la saturation. Il y a tout ce qu'on appelle, puisqu'on est dans une émission médicale quand même, tout ce qu'on appelle l'entonnoir sous-épiglottique. Et ça, on peut aussi lui donner une forme différente. Donc je ne sais pas si c'est juste les cordes vocales, mais ne serait-ce qu'avec tout le reste, il y a vraiment une multitude de sons possibles. Et que l'on peut travailler. Et que l'on peut absolument travailler. Alors la puberté là-dessus, on voit que chez les hommes, ça modifie énormément de choses. Est-ce qu'on obtient la même chose ? Est-ce qu'il se produit la même chose chez les femmes ? Oui, il se produit la même chose. La voix féminine mue également. Après, c'est un peu plus lissé, donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le passage où on parle un petit peu comme ça. Donc c'est un petit peu plus lissé, mais on a également une mue. On voit bien qu'une petite fille n'a pas la même voix qu'une femme adulte. Et d'ailleurs, la voix continue de se modifier au cours de la vie. Plus on vieillit et plus le larynx a tendance à descendre et plus on va avoir la voix grave. Qui se rapproche donc à partir de la ménopause, vous disiez, oui. Qui se rapproche de la voix masculine. Mais vous dites même dans votre livre que la voix actuellement, avant la ménopause d'ailleurs, la voix féminine se rapproche de celle des hommes. Oui. Comme si culturellement, il y avait quelque chose qui se passait avec un gommage, un lissage entre les deux sexes. Oui, et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je donne un peu toujours cet exemple, mais c'est vrai que si vous allez en Asie, par exemple, il y a une différence sexuée beaucoup plus marquée entre les voix masculines et féminines. Les hommes ont vraiment des voix beaucoup plus graves et les femmes des voix beaucoup plus haut perché. Et en France, c'est vrai qu'au fil des époques, les voix masculines et féminines sont de plus en plus proches. Donc j'ose espérer que ça parle d'un égalitarisme croissant. On verra voilà, dans les années qui viennent si ça continue, si ce phénomène continue. Mais oui, c'est vrai que les voix se rapprochent, les voix masculines et féminines se rapprochent. Une parité finalement. Oui. Pourquoi l'horloge parlante est-elle féminine ? Alors ça, c'est un des chapitres de mon livre, effectivement. C'est une question un petit peu provocatrice, vous l'avez compris, mais c'est vrai que traditionnellement, les serveurs vocaux, les voix du GPS, enfin voilà, toutes ces voix... On peut choisir, hein, sur on le peut GPS. Choisir, aujourd'hui on peut choisir, c'est vrai. Mais il est vrai que ces voix, traditionnellement, ont tendance à être plus souvent féminine, comme si la voix féminine était la voix maternante, la voix qui porte assistance, voilà, la voix qui aide, en fait, la voix qui se met au service de son utilisateur dans ce cas-là. Voilà, donc c'était un petit peu cette explication que je donnais. Oui, c'est un petit peu plus développé, effectivement. C'est un côté bienveillant aussi, la voix féminine, plus douce. Absolument. Donc vous êtes coach vocal, comme je disais en introduction. Que viennent chercher, que vous demandent les femmes qui viennent vous voir ? Alors, les femmes me demandent, avant toute chose, de leur apprendre à se faire entendre. D'où le titre de mon livre. Les hommes ont une demande différente. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant ou plus tard. On va parler on va voir. On va voir que viennent chercher les femmes. Voilà, donc les femmes cherchent vraiment à se faire entendre. Souvent, elles ont une petite voix qui n'est pas forcément très audible, qui a un côté un petit peu presque enfantin. Parfois, j'ai vraiment des femmes qui ont carrément des voix de petites filles. Donc, vous imaginez bien que c'est extrêmement gênant d'un point de vue leadership, notamment pour des femmes qui veulent faire carrière. Et certaines sentent que réellement, ça les freine, voire ça les plafonne totalement dans leur évolution professionnelle. Donc, bien évidemment, il y a le plafond de verre qui existe absolument. Et j'ai rencontré des femmes qui étaient tout à fait affirmées et qui, malgré tout, se heurtaient à des remarques sexistes permanentes et à des tentatives masculines de les reléguer à un rôle de mère, de femme, de bonne épouse, etc. Peut-être pour les invalider professionnellement, même si ce n'est pas toujours conscient. Mais malgré tout, les femmes ont aussi, entre guillemets, une part de responsabilité dans ce plafonnement de carrière. Et quand elles viennent me voir, c'est déjà
déjà une conscience de ce comportement et donc une volonté de travailler en tout cas sur ce sur quoi elles ont le pouvoir. Enfin, c'est le reflet, on va le voir là un peu plus, c'est le reflet de beaucoup de choses, de toute façon. Sûr. Alors, quel défaut le plus souvent ont-elles? Eh bien, celui-là. Fluette, petite, oui. Un peu enfantine. Oui, pour ne pas dire infantile, oui. Et ça se change. Ça se travaille, donc évidemment la transformation n'est pas toujours simple ni spectaculaire, extrêmement rapide, mais déjà en prenant conscience de ce que notre voix est capable de faire, on a bien évidemment beaucoup plus de latitude pour travailler dessus. Donc parfois ça peut prendre un peu de temps parce que changer sa voix comme ça du jour au lendemain, ça peut être assez perturbant, on peut ne pas se reconnaître. Et d'ailleurs, le but n'est pas de se déguiser, le but n'est pas de changer sa voix, puisque ce serait vraiment aller à l'encontre de l'affirmation de soi. Mais c'est vraiment de découvrir tout le potentiel de sa voix et surtout se libérer de ses freins. Mais à la fois, c'est un travail de phonation, je dirais, de travail donc de la voix, mais aussi psychologique, je suppose. Bien sûr. Que les deux vont de pair. Oui. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de travail de la voix et vous donnez des astuces. Alors, la première étape est de prendre conscience de l'impact du corps. Oui. Sur la respiration. Donnez-nous des exemples. Comment vous allez travailler ça? La respiration, on dit que c'est essentiel pour la voix, c'est évident. Alors la respiration, c'est mon deuxième chapitre. Je parle un petit peu de la respiration dans le premier chapitre sur le corps à des fins de détente corporelle, donc défaire les tensions, se recentrer aussi, être un peu plus présent. Le corps est extrêmement important dans la voix parce que tout simplement, et je dis dans mon livre que la voix est à l'image du corps qui la produit. Le corps est notre instrument. Donc dès lors, et si vous prenez n'importe quel instrument, alors un instrument a une forme et il n'en change pas, nous on est un instrument modulable. Donc c'est ça qui est passionnant et ce qui fait qu'on peut faire tant de choses avec notre voix. Il est important de comprendre que, imaginez par exemple si je me tiens comme ça, vous entendez tout de suite ma voix baisse en termes d'énergie. Si au contraire j'ai le corps rigide, ma voix va se rigidifier. Et si je suis détendue et tonique en même temps, ma voix va être à la fois détendue et tonique. Donc en ce sens, apprendre à vraiment prendre conscience de l'état de son corps et à le maîtriser, c'est déjà une partie du travail sur la voix. Oui, vous parlez de la position de la tête et alors vous apprenez à faire le pigeon, je ne sais plus dans quel sens, tête en avant, en arrière. Il y a plein d'exercices ridicules, donc on travaille en même temps sur la peur du ridicule, ça fait d'une pierre deux coups. Mais oui, il y a plein d'exercices comme ça pour apprendre à sentir. Donnez-nous des exemples. Oui, l'histoire du pigeon. Là. Le pigeon, en fait, l'idée c'est vraiment de sentir. Alors, le but de l'exercice du pigeon, c'est d'arriver à trouver la position où la colonne d'air, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc ce qui permet d'acheminer l'air vers les cordes vocales, à prendre conscience de la position de cette colonne d'air et de la position optimale pour une production vocale optimale. Donc pour une intensité de voix plus. Pour une intensité de voix, pour un timbre de voix aussi. Si je mets ma tête comme ça, vous entendez bien que ma voix est un petit peu étouffée. Alors évidemment, vous me direz, mais je ne me tiens pas comme ça quand je parle. Oui, mais si vous regardez bien, quand on est stressé ou quand on a peur de ne pas se faire entendre, justement, il peut arriver qu'on jette un petit peu le corps ou la tête en avant et on peut juste avec ça... me mettre en arrière. Voilà, vous voyez que je me tiens très droite. Non, mais je veux dire, ce n'est pas forcément aussi caricatural, mais c'est une prise de conscience qui permet de comprendre parfois certains freins vocaux. Et la posture, vous dites les tensions, effectivement, comme vous dites tout à l'heure, si on est recroquevillé comme ça. Oui. Mais je veux dire, c'est un travail qui va bien au-delà de la voix, parce que décontracté, etc. Oui, mais en même temps, c'est notre instrument. Donc, quelque part, ce serait une erreur que de considérer que le travail vocal se réduit à un travail des cordes vocales. Ça s'inscrit vraiment dans tout le corps qui est notre instrument. Donc, il faut travailler sur l'ensemble de l'instrument. Votre deuxième étape, c'est poser sa voix. Poser la voix. Comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la respiration, justement. Donc, poser sa voix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est presque à prendre littéralement. Ça veut dire poser sa voix sur un souffle régulier. Donc, apprendre, déjà, à laisser l'air revenir correctement, ne pas respirer
Ici, vous voyez que si je respire ici, ma voix est complètement désincarnée. Elle sort presque de mon corps. On l'entend un petit peu en dehors de mon corps. Donc, le simple fait de respirer correctement va réincarner la voix. Et ensuite, le fait de maîtriser son flux d'air va permettre de poser la voix, d'avoir une voix qui ne tremble pas, par exemple, si on est stressé, d'éviter à la voix de décrocher dans les aigus. Ça, c'est une demande aussi très fréquente. Si vous respirez bien à chaque fin de phrase, normalement, votre voix reste posée et ne décroche pas dans les aigus pendant tout votre discours. Ça permet aussi plus de puissance, ça permet plein de choses, la respiration. Mais alors, la respiration, vous parlez surtout de respiration abdominale, cette fameuse respiration abdominale. C'est pas que la cage thoracique. Non, c'est surtout pas que la... Alors, pour parler de manière un peu plus médicale, l'air n'est jamais dans le ventre, bien évidemment, l'air est dans les poumons. Maintenant, il y a une respiration haute qui va se faire dans le haut des poumons, une respiration plus basse qui va se faire plutôt à la base des poumons. Et c'est cette respiration-là qui nous intéresse, parce que cette respiration nous permet de faire bouger le diaphragme un petit peu plus. Et c'est le diaphragme qui va nous permettre de maîtriser justement le débit d'air. Si on arrive à retenir la remontée du diaphragme, ou en tout cas à la ralentir, on va beaucoup mieux gérer son flux d'air et donc on va beaucoup mieux poser sa voix. Et vous voyez encore une fois que si je respire vraiment en haut, eh bien, je ne peux rien faire de ma voix. Elle s'échappe un petit peu sans que j'en ai la maîtrise. Et ça peut être très gênant parce que je ne maîtrise plus rien. Tout à fait, souffle court presque. Exactement. Ouais. Vous parlez aussi d'assouplir la mâchoire, parce que comme vous parlez, tout à l'heure, vous disiez les résonances et aussi à ce niveau-là. Oui. Et parce que si évidemment, on aura du mal à parler si on contracte comme ça, oui. Mais c'est évident. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, vous faites Alors, sur la mâchoire, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement éliminer les éventuelles tensions. La mâchoire est un des muscles qui est le plus proche et le plus relié. Ça a un impact direct sur, pour faire un peu technique, j'en profite pour une fois que je peux. C'est du médical, là. Donc, c'est très relié aux muscles constricteurs qui entourent l'appareil vocal. Et du coup, ces muscles constricteurs ont un impact direct sur le son de la voix, sur le timbre notamment, et sur la puissance aussi. Donc, le fait de détendre la mâchoire permet d'avoir une tension mesurée et contrôlée de ces muscles constricteurs et qui n'est pas trop, et qui donc ne va pas restreindre l'espace dans lequel se meuvent les cordes vocales. Donc ça permet d'avoir plus de souplesse, plus d'amplitude, plus de détente. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai observé dans mon travail que le meilleur moyen justement d'avoir cette respiration abdominale, c'est de relâcher la mâchoire. Si vous relâchez votre mâchoire, et je n'ai pas dit d'ouvrir intentionnellement vers le bas, mais juste de relâcher de cette manière, vous sentirez que vous avez beaucoup plus facilement une détente abdominale et donc une respiration abdominale. Alors, il y a un exercice dans votre livre que vous détaillez, se mettre à quatre pattes, c'était quoi ce truc-là? Je vous avais dit plein de choses ridicules. Oui, on a l'impression qu'il faut faire les pieds au mur pour arriver à parler. Mais c'est pire en séance individuelle. Être en individuel. Donc oui, se mettre à quatre pattes, c'est une façon, si vous avez du mal, malgré l'exercice de la mâchoire, à relâcher votre ventre, parce que parfois il y a des retenues qui ont une origine un petit peu psychologique. Oh non, je vais quand même pas lâcher mon ventre, il faut être belle avant l'été. Il faut être gainé. J'ai souvent ce problème avec des personnes qui sont gymnastes ou danseuses et qui sont gainées tout le temps. Et parfois, c'est difficile d'avoir cette respiration abdominale, ce relâchement abdominal. Et dans ces cas-là, parfois, je fais faire cet exercice où on se met à quatre pattes et où là, la pesanteur aidant, le ventre va se relâcher plus facilement. Et où on va mieux sentir aussi la tonicité du ventre au moment où on utilise sa voix et au moment où on a besoin de. Et alors, vous les faites mettre à quatre pattes et vous leur demandez de parler en même temps, Oui, ça peut être des exercices simplement de respiration, ou des exercices où on parle, où on va donner peut-être une certaine intensité à sa voix. Et là, on va sentir effectivement les muscles qui travaillent exactement dans le bon sens. Donc après, il faut transposer debout, mais... Oui, c'est une autre étape aussi. Voilà. Alors, il faut être aussi, vous dites, intelligible, bien évidemment. Oui. Et là, alors, il y a 3 aspects à travailler. Le débit, ni trop lent, ni trop rapide. Mais ça, c'est spontané ou il y a des gens qui parlent vite, d'autres gens... Quel est le bon débit, en fait ?
Le bon débit, alors je l'ai noté dans mon livre, je crois que c'est à peu près entre 170 et 180 mots par minute. Ouais. Après, évidemment, c'est un petit peu compliqué à calculer. Si vous regardez les présentateurs des infos, en général sur les chaînes d'information, on est autour de 200 mots minute, ce qui commence à être assez rapide. Qu'ils ont extrêmement, enfin depuis quelques années, extrêmement accéléré le débit, élevé le débit. Et c'est à l'image de notre société, n'est-ce pas ? La société accélère, on zappe, on doit être sur le coup tout de suite, etc. La voix parle de ça. Vous voyez que ça parle vraiment de tout, ça parle de la société entière. Et effectivement, parfois, c'est un peu trop rapide, on n'a pas le temps de digérer. Quand on parle en public, on doit respecter ce que Stéphane André, j'en parle dans mon livre, dans un très bon livre qu'il a écrit, qui s'appelle « Le secret des orateurs », ce qu'il appelle le contrat orateur public. Et dans ce contrat, il est important d'avoir conscience de la position de notre public, qui est donc un petit peu passif, et qui a donc besoin que nous rendions notre discours intelligible. C'est complètement indispensable parce que s'il doit tendre l'oreille dès qu'on parle, il va très rapidement décrocher et faire quelque chose de plus confortable, de plus facile. Et il faut aussi être intéressant. Donc effectivement, ce chapitre, il est vraiment sur ce côté intelligible. Et alors justement, dans l'intelligibilité, je ne sais pas s'il y a un néologisme ou pas, mais vous dites qu'il faut jouer sur les aigus du timbre de la voix. Ça réveille, c'est non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Quand je parle des aigus, je parle des aigus du timbre, et c'est là qu'il y a souvent une confusion d'ailleurs. On a l'impression que c'est très embêtant de parler aigu. Alors si c'est juste aigu dans la hauteur, donc dans les fréquences qu'on produit, c'est pas forcément gênant à partir du moment où le timbre est bien géré. Donc ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais quand je parle des aigus dans ce chapitre, si vous voulez, quand je parle des aigus dans ce chapitre, je parle des aigus du timbre, et je vais vous donner un exemple très simple. Si je parle comme ça sans utiliser d'aigus, j'articule parfaitement bien, mais j'ai une voix un petit peu sourde. Et si je rajoute des aigus, tout de suite j'ai une voix beaucoup plus chaleureuse et j'ai une voix beaucoup plus définie. Donc là, je l'exagère un petit peu, mais ça donne tout de suite beaucoup plus d'ouverture aussi et beaucoup plus d'intelligibilité. C'est exactement comme sur votre chaîne IFI. Si vous rajoutez des aigus, souvent vous avez un son un peu plus défini. Voilà, donc sans pour autant aller dans la voix de Crécelle ou. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la hauteur. On parle vraiment du timbre. Donc, si vous voulez éviter la confusion, effectivement, peut-être qu'on peut parler d'un timbre sombre ou clair, et puis d'une hauteur grave ou aiguë, pour éviter de confondre les deux. Mais il y a souvent une confusion sur ces deux paramètres. Quatrième étape dans votre coaching, bon, je survole un petit peu rapidement, mais c'est les points qui me semblent un petit peu forts. Savoir se faire entendre sans crier. On revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas crier. Alors j'aime bien l'expression que j'ai trouvée ou que vous présentez. On ment dès qu'on élève la voix. Ça voudrait dire que quand comme des gestes qu'on peut faire, etc., qui transmettent un peu notre pensée, est-ce vrai ça? Quand on élève la voix, et je parle de politique, là, surtout que c'est très à la mode en ce moment. Alors je ne l'ai pas dit exactement comme ça, mais il est vrai que dans beaucoup de situations, si par exemple, j'étais avec ma copine... On sent qu'il y a un malaise, on sent qu'on n'est peut-être pas en train de dire exactement la vérité. Ça s'entend dans la voix. Et un des paramètres qui parle le plus du mensonge ou d'une certaine gêne, c'est effectivement ce décrochage un petit peu dans les aigus. Et là, je parle de la hauteur. Et pas alors du timbre aussi, mais de la hauteur surtout. Et vous dites qu'il faut projeter sa voix pour se faire entendre. Oui, alors il faut projeter sa voix. Dans certains cas, on n'est pas obligé de parler fort d'ailleurs, parfois dans certains cas pour se faire entendre. Ce qui est le plus important, c'est dans notre attitude de signifier la volonté de dire quelque chose. Ça, c'est important parce que vous aurez beau parler fort si vous êtes comme ça ou que vous regardez vos chaussures. On ne va pas avoir envie de vous écouter. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un ensemble de choses. Mais si on parle de projection, alors ce que j'aime bien expliquer souvent, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues là-dessus, et le latin, l'étymologie latine du mot ne nous aide pas. La projection, en latin, c'est pro d'un côté et iactare, donc vers l'avant et jeter. Il ne s'agit pas du tout de ça. Quand on veut projeter sa voix, bien au contraire, on va essayer d'envoyer sa voix un petit peu dans nos résonateurs, justement, parce que c'est là que notre voix va s'amplifier. Une fois qu'elle est dehors, on ne peut plus rien y faire. On ne la maîtrise plus. Donc, j'explique un petit peu tout ça. Et oui, la projection est évidemment importante à travailler quand on a une voix vraiment inaudible.
Alors, vous travaillez surtout sur la voix, enfin, ça dépend des demandes que vous avez, mais c'est surtout pour une prise de parole en public ou bien c'est pour la voix de tous les jours? Et alors, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure en me disant que c'est des personnes, en particulier des femmes, qui viennent essayer de s'affirmer. Oui. Mais pour la prise de parole en public, vous proposez aussi des solutions. Ce sont deux choses différentes ou ça va ensemble? Non, ça va ensemble. J'aborde les deux ensemble, bien évidemment. Encore une fois, la voix va avec le reste du corps. Alors, effectivement, dans la prise de parole en public, je ne vais pas, moi, m'occuper du contenu. Ou très exceptionnellement, si vraiment il y a besoin. Je ne vais pas m'occuper du contenu, je ne vais pas m'occuper de l'articulation du message, du choix des mots, du rythme, etc. Je vais m'occuper du rythme de la voix, mais pas celui du contenu. Moi, je vais m'occuper vraiment de la voix. Je vais m'occuper aussi, bien évidemment, de la posture, du regard. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Je ne vais pas m'occuper de la gestuelle, tout simplement parce que je n'y crois pas. Je pense que la gestuelle, ça ne se calcule pas. Je pense que la gestuelle, elle vient toute seule à partir du moment où on est aligné avec son message. Donc, moi, je ne crois pas du tout à ce travail sur s'il faut rassembler, il faut faire ça, et puis s'il faut se montrer un peu directif, il faut faire ça. C'est vrai, mais ça viendra tout seul, sans même qu'on y pense, si on est aligné et si on croit à ce qu'on raconte. Donc moi, je travaille plutôt sur le fait d'être aligné avec son message. Alors, si on est aligné avec sa personnalité, et c'est aussi le but, je pense, est-ce qu'on peut la transformer grâce à la voix ? Est-ce qu'en travaillant sur la voix, ma question n'est pas très précise, mais est-ce qu'en travaillant sur la voix, on travaille aussi sur sa personnalité? Voilà. Bien sûr, oui, tout à fait. Déjà, en se rendant compte qu'on peut maîtriser les différents paramètres de sa voix, en comprenant qu'on a des leviers concrets qu'on peut actionner, ça donne confiance, forcément, parce qu'on n'est plus en train de subir sa voix, mais on en est actrice. Donc, bien évidemment, ça travaille sur la confiance en soi. Oui. Et alors, l'acquis est définitif, ou bien on retombe dans l'accent du midi qu'on voulait oublier, les hésitations qui nous habitent tout le temps? Alors, c'est dommage de vouloir oublier son accent du midi, mais effectivement, malheureusement, parfois, ça peut pénaliser. Je le déplore. Moi, j'aimerais bien avoir cette diversité vocale où il n'y a pas de jugement sur des choses comme celle-là. Mais oui, on peut retomber complètement, entre guillemets, dans ces travers si on n'est plus vigilant, si on ne travaille plus. Et puis aussi, au fil de la vie et des événements qui la ponctuent, des expériences qu'on va vivre. Moi, je vois parfois des femmes qui viennent me voir. C'est arrivé 2 ou 3 fois. Des femmes qui sont venues me voir à la suite du décès d'un proche et qui avait complètement perdu la voix ou qui n'arrivait plus à sortir un son. Et ça, ce sont des événements qui peuvent d'un coup impacter la voix. Donc tout peut arriver. Oui, ce que je veux dire là, c'est un accident de parcours, c'est un petit peu différent. Mais quand vous avez coaché quelqu'un pendant, je ne sais pas combien de séances, il faudrait faire pour quelqu'un, par exemple, qui a une voix un petit peu haut perché, un peu infantile, comme on disait tout à l'heure, combien de séances il faut? C'est très variable. C'est très variable en fonction de d'où vient la personne, si vraiment le défaut vocal est très très marqué ou pas. Ça dépend de son degré de conscience corporelle, puisqu'on travaille sur le corps. Quelqu'un qui a fait du sport, qui a fait du yoga, qui a fait du tai chi, de la méditation, toutes ces choses-là, en général, ça accélère un petit peu le processus. Mais en général, j'ai un programme standard sur 15 séances d'1 heure. Et là, effectivement, en général, on fait quand même le tour de la question. Et après, c'est une question de travail personnel. Bien évidemment, si on travaille de son côté, si on est vigilant, si on travaille en dehors des moments où on est en train de prendre la parole, ça a tendance à s'ancrer de manière plus pérenne. Quel est votre message essentiel? On arrive déjà malheureusement au terme de cette émission. Oui, je vois le temps défiler. Il y a beaucoup à dire. Il y a énormément de choses à dire. Oui. Mon message, celui que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que je reçois souvent des femmes qui viennent Alors, si elles viennent, déjà, c'est qu'elles ont conscience quand même qu'elles peuvent travailler. Mais souvent, je vois des femmes qui se disent « Ah ben, j'ai la voix aiguë, donc je ne peux pas avoir d'autorité, je ne peux pas développer de charisme parce que j'ai la voix aiguë. » J'ai vraiment envie de dire à ces femmes vous pouvez complètement développer votre charisme, acquérir de l'autorité, et ça se travaille très bien, sans pour autant avoir à vous déguiser. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voudrais faire passer. Un message d'espoir. Voilà, cette émission est terminée. Christine Mousseau, merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Et quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur la médecine au féminin.